Bonjour à tous. Cette conférence vous est proposée par le groupe de travail RH du Hub Francia. En deux mots, qu'est-ce que le Hub Francia? C'est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre notamment le développement de propositions et de solutions concrètes. C'est un peu plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises et des institutions à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Au sein du Hub Francia, il y a plusieurs groupes de travail, notamment le groupe de travail RH, qui, grâce à ses représentants que je vous introduirai très prochainement, vous propose aujourd'hui cette conférence. Donc, ce groupe de travail RH, c'est environ une vingtaine de membres, issus de grandes entreprises, d'institutions ou de l'écosystème des startups. Nous travaillons collectivement autour de questions et de solutions d'intelligence artificielle pour la fonction RH. Et nous produisons un ensemble de livrables composés de feuillets. Peut-être que certains d'entre vous les ont déjà vus. Des feuillets rédigés, orientés par macro-processus RH, des vidéos d'illustration et des conférences comme celle-ci. Notre ambition, c'est de vous transmettre un maximum de connaissances et d'expériences à destination des RH et de toute personne également susceptible de s'y intéresser. Et tous les travaux que nous avons produits et que nous produirons sont accessibles sur le site du Hub Francia dans la rubrique Groupe de travail ressources humaines. Vous voyez également sur cette présentation le logo PwC. Donc rapidement, je suis Vincent Prudhomme et je suis consultant chez PwC sur les sujets de transformation des ressources humaines. Et j'accompagne avec ma responsable également, le Hub Francia depuis environ 2 ans pour les aider dans le groupe de travail à la structuration et à la production des livrables, notamment par l'apport d'expertise. Maintenant, je vais laisser place à nos intervenants du jour que je vais vous présenter, qui sont pour cette fois-ci tous issus du monde des startups et des solutions, entre autres, à destination des ressources humaines. Donc autour de la table, nous allons avoir Laurent Bresson, qui est le CEO de Datatel Story. Il sera accompagné de François-Alexandre Glaudet, CEO de Quavitra. Bonjour à Et tous. également Laurent Chrétien, qui est founder et chairman de Commodal. Bonjour tout le monde. Au programme aujourd'hui, nous avons donc préparé une thématique autour de l'intelligence artificielle, comment elle peut vous aider dans la gestion des temps et des activités. Donc on va faire un rapide rappel autour des enjeux de la GTA. Ensuite, on va vous proposer un dialogue entre Laurent Bresson et François Alexandre sur un cas d'usage de l'absentéisme. En troisième partie, on aura une présentation de Laurent Chrétien sur un cas d'usage GTA dans le métaverse et une analyse éthique. Et en toute dernière partie, ce sera vos questions et nos réponses. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les poser dans le chat dès maintenant. Et je me ferai le relais en toute fin pour interpeller nos speakers du jour. Voilà. Donc si tout est OK pour vous, je vous laisse la place, messieurs, et notamment Laurent. Est-ce que tu peux nous introduire, s'il te plaît, les enjeux de la GTA? Bien sûr. Merci Vincent. Alors oui, donc du coup, la gestion du temps et des activités, donc GTA, faut savoir que c'est un élément qui est structurant dans la gestion des ressources humaines. Donc il s'agit en effet de planifier, d'organiser, de surveiller les tâches et les projets de manière à optimiser leur efficacité, tout en veillant à la fois au bien-être des collaborateurs. Donc, les technologies d'IA aujourd'hui jouent un rôle clé en fait dans ce mécanisme, et ça permet d'automatiser des processus, ça permet d'améliorer la précision et la traçabilité de vos données, et ça va permettre aussi de mesurer la santé de vos collaborateurs.
Donc la GTA, encore une fois, elle est confrontée à de nombreux défis. Donc quels sont ces défis? C'est principalement l'optimisation de l'utilisation du temps, l'amélioration pour les employés de leur équilibre entre le travail et la vie privée. Et puis enfin, la gestion efficace des RH. Donc les technologies d'IA aujourd'hui, ça peut vous aider à surmonter ces défis en permettant du coup un suivi qui est en temps réel, en offrant des horaires de travail qui peuvent être par exemple plus flexibles. La gestion efficace des temps et des activités devient donc essentielle pour maîtriser les niveaux de productivité, la satisfaction des collaborateurs, la rentabilité et au final la compétitivité de l'entreprise sur le long terme. Les technologies d'IA jouent aussi un rôle important qui aide les collaborateurs à mieux gérer leur temps, leurs activités, et ce qui permet aux entreprises d'évoluer plus confortablement et plus sereinement. Merci Laurent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous traitez le sujet de l'absentéisme? Alors oui, effectivement, l'absentéisme est un des sujets qu'on traite dans le milieu des ressources humaines. C'est un sujet qu'on appelle souvent orphelin. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est parce que finalement, il est traité par plusieurs personnes dans l'entreprise, à la fois par la direction, à la fois par les services RH, potentiellement par les opérationnels. Donc le fait d'avoir une IA extérieure qui vient factuellement analyser ce qui se passe au niveau de l'absentéisme peut permettre justement d'amener ce dialogue. Ça permet également alors, en général, ce qui est fait dans l'ordre, c'est on commence déjà par prévenir les partenaires sociaux qu'il va y avoir ce type d'études, en expliquer les enjeux, avoir une bonne communication par rapport à cela. Et puis ensuite, c'est en général les RH qui prennent le relais en commun avec les sociétés d'IA pour pouvoir justement mieux comprendre l'absentéisme. Alors, au niveau de ce type de sujet, donc ma société en a déjà traité avec 3 clients différents. Les enjeux principaux, déjà, c'est la RGPD et l'éthique. Ça doit être traité en amont pour s'assurer qu'on respecte bien les préceptes de la CNIL. Une fois qu'on a validé ça, en général, ça se joue principalement sur le fait que les personnes doivent être anonymisées. L'IA va pouvoir à ce moment-là faire ressortir des éléments qui sont saillants. Alors, Alors, Vincent, tu oui, me relances? bien sûr. Quel type de préconisation tu as pu obtenir, Laurent? Ouais, alors voilà, donc je ne vais pas vous montrer exactement comment fonctionne l'IA, je ne vais pas vous montrer tout le processus qui est réalisé, c'est beaucoup trop court pour ce type de présentation. Mais néanmoins, donc à partir de données qui sont fournies par les ressources humaines, on peut proposer des préconisations qui peuvent parfois être relativement surprenantes. Donc, je vais vous en donner 4 qui, dans mon historique, moi-même m'a surpris quand je les ai vues. Par exemple, on peut remarquer que sur certaines entreprises, la moyenne d'absentéisme est plutôt entre 3 et 5%. Il y a quelques sociétés qui communiquent pas trop dessus, qui ont des niveaux d'absentéisme qui peuvent monter à 15%. Quand vous avez 15% d'absentéisme, il y a beaucoup d'absences qui sont noyées parmi les autres. Une absence qui peut être noyée parmi les autres, c'est par exemple une personne qui va être absente les mercredis. Donc ça, une personne qui est absente les mercredis, l'IA le fait ressortir, les ressources humaines le prennent en main, essayent de comprendre et souvent, c'est potentiellement le manager qui ne va pas forcément laisser, pour une personne en 4/5e, être absente le mercredi, mais plutôt le mardi parce que ça arrange la société. Mais au final, si elle a des enfants, elle va être absente quand même. D'autres choses que l'IA peut faire ressortir, on peut faire ressortir le fait que il y a des types de salariés qui ont tendance à ne pas être augmentés en fonction de leur âge, de leur ancienneté et de leur responsable hiérarchique. Un troisième point qu'on voit souvent ressortir, c'est aussi des absences dues à des horaires qui sont dits flexibles. Par exemple, vous pouvez très bien avoir des personnes dans l'entreprise pour des questions de remplacement où le manager ne va pas trop faire attention, va lui demander de venir plusieurs fois dans le mois en 2 parties dans l'entreprise, par exemple de 6h à 9h du matin. Et puis ensuite, il va devoir venir de 15h à 20h, par exemple. Et donc, à ce moment-là, si la personne habite loin, et ça, l'IA va le faire ressortir aussi,
vous comprenez pourquoi la personne est absente et du coup, vous pouvez peut-être améliorer ça en organisant mieux leur agenda. Et puis enfin, un dernier exemple, il y a pas mal de personnes qui ont tendance à être absentes sur du long terme pour des burn-out ou peut-être pas des burn-out, mais en tout cas le fait qu'ils travaillent trop. Par exemple, sur les employés qui n'osent pas refuser les remplacements. Vous leur demandez des remplacements, le manager lui demande, il remplace, et puis au bout d'un moment, en fait, ça fait un petit peu trop pour lui et il se met en arrêt. Donc globalement, voilà, l'IA elle propose en fait des prescriptions. C'est vraiment à vous ensuite de prendre les décisions qui sont adéquates. C'est vous qui connaissez votre personnel, c'est vous qui connaissez le fonctionnement de votre entreprise. Donc après, c'est vous qui allez prendre la décision. Donc là où j'insiste, c'est que l'IA, elle va pas vous donner des réponses, elle va vous proposer des réponses. C'est vraiment une aide à la prise de décision. Donc voilà, c'est ce qu'on a tendance à appeler d'ailleurs l'intelligence commune. Il y a autre chose que je voudrais dire avant de passer la main, c'est que l'anonymisation, en fait, parfois, ça peut être compliqué. Dans ce genre de cas, en fait, on peut prendre le problème à l'envers qui permet de ne pas être dépendant de la CNIL, ou tout au moins de respecter la CNIL, c'est de passer par un questionnaire. Là, si vous passez par un questionnaire, en fait, c'est déclaratif. À partir du moment où c'est déclaratif, il n'y a plus de problème lié à la CNIL. Donc, enfin, tout au moins la CNIL et plus précisément la RGPD. Donc voilà, et là, à ce moment-là, il est possible de s'intéresser à d'autres sujets qui peuvent être connexes. On peut traiter non seulement l'absentéisme, mais aussi poser des questions liées à l'équilibre vie pro, vie perso, qui est quelque chose qui, depuis une dizaine d'années, est devenu extrêmement important pour les employés. On peut regarder en fait le stress au travail. Pareil, c'est des choses déclaratives. On leur donne une échelle de 1 à 7 et l'employé décrit lui-même comment est-ce qu'il se sent au niveau de l'entreprise. Et toutes les autres questions qu'on va leur poser autour vont être liées à ce stress et ça va permettre de comprendre pourquoi la personne est stressée. Je ne vais pas plus loin et je passe la main directement à mon partenaire de discussion sur l'absentéisme. Oui, rebonjour à tous. Alors c'est exactement, très intéressant, c'est exactement l'enchaînement et c'est très bien de terminer sur le questionnaire parce que le questionnaire est justement déclaratif, mais il a quand même des inconvénients, c'est qu'il peut avoir des biais notamment de confirmation, c'est-à-dire qu'on va orienter le questionnaire pour avoir certains résultats, et donc on peut avoir des résultats qui peuvent être un peu biaisés, je pense plutôt à partir du moment où on veut faire du RH stratégique. Et puis il y a d'autres biais qui sont inhérents au questionnaire, par exemple, est-ce que mon manager va lire la réponse, même si c'est anonyme? Est-ce qu'on va pouvoir m'identifier? Est-ce que, ce qui fait que les gens ont plutôt tendance aussi à s'auto-censurer sur pas mal de questionnaires, mais on peut avoir des questionnaires avec des résultats vraiment extrêmement pertinents. Donc, l'approche aussi qu'on peut avoir par rapport à ça, et c'est là où l'IA peut permettre d'aller encore plus loin, c'est d'ajouter aux éléments factuels qu'on peut sortir de données internes et de données un peu transactionnelles, des données contextuelles beaucoup plus larges, qui permettent notamment de comprendre, en effet, quels sont les sous-jacents de cet absentéisme. C'est-à-dire que savoir quel absentéisme à tel moment, à tel endroit, à tel truc, et pouvoir en discuter avec le manager, c'est topissime, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais derrière, est-ce qu'on peut, par exemple, anticiper l'absentéisme, anticiper le fait qu'il arrive, comprendre quelles sont les causes? Ça peut être des problèmes de management en général, ça peut être des difficultés au poste de travail. On avait fait un sujet là-dessus dans l'absentéisme avec un groupe pour qui ça s'en coûtait. Je ne donnerai pas le nom du groupe, même si le chiffre est public, plus de 200 millions d'euros par an d'absentéisme. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent pour eux en termes de performance. Et ben voilà, on a pu en 10 minutes, juste en scannant ce qui se passait sur Internet et en analysant des milliers et des milliers de commentaires, comprendre des éléments très factuels de problèmes de management en localité dans les bureaux, dans les différents postes de travail et de bureaux où ils sont disponibles, où ils étaient. Donc voilà, c'est ça ce qu'on peut faire en leverage avec l'IA. Donc si on peut regarder un peu plus haut, on peut non seulement avoir les données internes, pouvoir comprendre les dynamiques en interne, comprendre quelles sont éventuellement les dynamiques aussi de changement de poste, de mobilité, de risque de mobilité, le temps de mobilité, les évolutions professionnelles, les comparer au marché, pouvoir analyser le marché pour comprendre quel est le contexte de l'entreprise, quel est le contexte social aussi, peut-être avoir de l'open data. Là, je prends un peu un technique, mais avoir de la data donc externe, issue par exemple de la RATP, des outils de cartographie, etc., pour pouvoir identifier les temps de trajet qui peuvent être aussi source d'absentéisme, par exemple. Quand vous avez des centres
quand vous faites appel à des populations qui sont en forte tension, qui habitent toutes, je vais être très Île-de-France, mais le centre de Paris, qui veulent travailler en centre de Paris et que vous faites des centres de R&D à Vélizy, à Saint-Germain-en-Laye et à Compiègne, c'est évident que les temps de trajet vont devenir tellement importants, et vice-versa pour ceux qui viennent dans Paris, que l'absentéisme va se produire s'il n'y a pas de télétravail. Donc, c'est toutes ces analyses de contexte qu'on va pouvoir faire et surtout aller derrière, comme je disais, vers la prédiction. J'irai plus loin sur le sujet de prédiction de l'absentéisme parce que souvent, la voie naturelle qui suit l'absentéisme, c'est le turnover. C'est la multiplication du turnover subi, en particulier pour les populations en tension. Donc, à partir du moment où vous êtes... Et ça impacte factuellement, de manière extrêmement importante et sous-estimée, l'activité, la performance et la GTR. Typiquement, quand quelqu'un part, ça remet en cause tout votre planning, toute votre gestion des ressources. Ça va vous demander du temps pour recruter la personne. Peut-être sur certains métiers, ça peut être 6 mois, 1 an pour retrouver quelqu'un au même poste. Bref, on estime qu'un départ, ça coûte entre 40% et 400% du salaire brut annuel. Donc, s'il y a des ESN parmi vous, un data scientist qui reste 2 ans chez vous, il vous en a coûté 4. Tout simplement. Donc, pouvoir réduire cet absentéisme et ce turnover qui est associé, c'est un vrai enjeu de performance. Et derrière, pouvoir faire de la prédiction sur l'absentéisme ou le turnover, c'est aussi organiser cette performance. Je vais donner un exemple aux États-Unis, c'est Walmart, grand distributeur, un peu à Carrefour, qui a réussi grâce à l'IA et grâce à l'analyse de ces données, à prédire en amont, jusqu'à 4 mois en amont, le risque de départ des directeurs de magasins. Résultat, ils ont pu croiser ça avec le fait de pouvoir identifier en interne qui serait intéressant et intéressé pour devenir directeur de magasin. Et dès le risque de départ, pouvoir anticiper, à partir du moment où le départ n'était pas, entre guillemets, récupérable, pouvoir faire monter la personne en compétence et au moment du départ du directeur de magasin, ne plus avoir de chute de compétences et faire une transition qui soit vraiment sans couture. Donc voilà la puissance de l'IA derrière, voilà ce que ça donne. Et puis forcément, je parlais des analyses de contexte et de marché. Là encore, c'est pouvoir positionner votre entreprise sur son marché. Quels sont les éléments de satisfaction? Pour ça, on peut aller analyser les textes présents sur Internet, les textes présents en interne. Si vous avez plusieurs milliers de collaborateurs, vous n'avez peut-être pas le temps de lire à chaque fois les plusieurs milliers de revues de performance trimestrielles ou annuelles et les commentaires et les suggestions qui sont faites dedans. L'IA, elle, le peut en quelques secondes. Vous n'allez peut-être pas non plus aller parcourir l'intégralité des commentaires sur Internet de vos concurrents pour comprendre est-ce que vous êtes mieux sur le management, mieux sur la localisation de vos bureaux ou moins bien. L'IA peut le faire en 30 secondes. Allez, 5 minutes si on ajoute la récupération de données. Donc, vous voyez la puissance de la machine par rapport à ça pour pouvoir ensuite, derrière, pourquoi? Pas juste pour faire de la machine, mais alimenter vraiment de manière continue, en temps réel et prédictive, vos gestions de planning et surtout vos plannings RH, vos plannings stratégiques RH. À partir du moment où vous avez pu identifier comme ça comment vous positionnez, quels sont les sous-jacents de votre absentéisme, quels sont les risques de turnover, vous allez pouvoir élaborer un ensemble de plans d'action étalés dans le temps, potentiellement étalés dans le temps. Ça peut être de faire des sondages ou des ateliers pour compléter, plein de choses, pour ensuite véritablement transformer les choses et améliorer votre performance par la diminution de l'absentéisme et de votre turnover. Je ne sais pas si, Laurent, tu veux réagir sur les sujets un petit peu d'externalité ou... Non, tout à fait, mais effectivement, il y a une complémentarité en fait dans les deux études. Il y a une complémentarité sur la façon d'aborder la problématique. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi tout un intérêt à venir ajouter des données externes qui peuvent être reliées à des données libres de droit comme l'INSEE ou le CNRS qui donnent des accès et qui permettent de compléter en fait les datas que vous nous fournissez. Et si on va un tout petit peu plus loin, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment. ChatGPT, c'est jamais que quelqu'un qui a lu tous les livres qui existent dans le monde et tous les sites qui existent sur Internet. Et il est juste capable ensuite de régurgiter en mettant de jolies formes ce qu'il a lu. Donc on passe de la société de la connaissance qu'on connaît en France où on a tous appris par cœur des choses à l'école pour pouvoir avoir les meilleurs concours, etc., à une société où il faut savoir juste utiliser cette connaissance. Et c'est la même chose pour ce côté-là. C'est-à-dire imaginez un manager qui a juste rencontré tous vos collaborateurs, qui les a tous écoutés, qui a lu toutes les études sur le marché, qui a rencontré tous nos concurrents,
qui a pu identifier les personnes aussi, où est-ce qu'elles vont chez vos concurrents. Chez certains de nos clients, on a pu identifier que, par exemple, les 4 grands concurrents qu'ils pensaient comme étant des personnes qui leur piquaient leurs ressources, en fait, pas du tout. Il y avait genre 25% des gens qui allaient dans ces ressources-là. On s'est aperçu en revanche que c'est un très grand groupe. Les gens avaient plutôt tendance à aller dans des plus petites structures parce que, en croisant avec les domaines, avec les dimensions culturelles, on s'est tout simplement aperçu que voilà, ils prenaient de l'agilité sur leur site internet. Du coup, les gens venaient. C'est extrêmement hiérarchique et rigide en interne. Les gens étaient déçus, partaient et allaient plutôt dans des PME, des ETI qui expérimentaient cette expérience. C'est un exemple, mais voilà comment on a pu aussi relier, et c'est ce que permet l'IA, relier les causalités aux symptômes, un peu comme un médecin. On va pouvoir aller voir faire différents sondages, se plugger dans les données, se plugger sur Internet, voir les différents symptômes et les différents signaux que le corps social envoie, pour ensuite pouvoir poser un diagnostic et appliquer un traitement si on le connaît, ou l'imaginer ensemble si le traitement est moins évident. Merci à tous les deux. Alors du coup, si je synthétise un peu ce que vous avez dit, j'entends que l'intelligence artificielle va permettre finalement de comprendre les causes racines par la mise en évidence notamment de corrélations de façon automatisée et beaucoup plus rapide que ne pourrait le faire un humain pour pouvoir justement appliquer le bon traitement. Là, on est dans la réaction, mais on a également une capacité de proaction via des solutions plus prédictives. Et ça, c'est aussi ça qui est intéressant. Et j'ai noté également des approches qui sont RGPD compatibles. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé. Tout à fait. On a fait le tour. Et gagner en performance grâce à ça. Merci à tous les deux. Je vais passer du coup le micro à Laurent Chrétien qui va nous présenter le cas d'usage autour des activités de GTA dans le métaverse. Merci, merci Vincent, j'espère que vous m'entendez tous. Alors peut-être que mon intervention va vous sembler un tout petit peu décalée par rapport au sujet d'intelligence artificielle, puisque les mondes virtuels dont je vais parler et le métavers, voilà, pour l'instant ne fait pas appel encore trop aux solutions d'intelligence artificielle. Mais vous allez voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça, ces technologies pour cette gestion du temps et des activités. Et je vous expliquerai aussi que l'intelligence artificielle va bientôt débouler fortement dans ces univers et que du coup s'y préparer est important. Alors déjà une première partie là sur la définition. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de ce concept du métavers, mais enfin il me semblait important d'en rappeler quelques éclairages pour mieux le comprendre. Donc peut-être une première définition et celle, si tu veux bien appuyer sur le bouton Vincent, celle qui est l'évolution des technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée, vers les technologies immersives et sociales, c'est-à-dire que non seulement on est immergé, non seulement on est en interaction avec son environnement, mais en plus on est en interaction avec les autres. Donc ça, c'est une première compréhension de ce qu'on peut faire dans le métavers. Deuxième explication, c'est de dire, bah voilà, c'est une évolution du web. On est aujourd'hui sur un web où on écrit, on lit, on interagit de façon asynchrone ou synchrone comme on est en train de le faire. Mais en tout cas, on n'interagit pas ensemble, là, pas vraiment. Eh bien, cette évolution de l'Internet, qu'on peut appeler le métavers, c'est le fait de se dire qu'on va vivre des expériences à l'intérieur du web, hein, et donc être en interaction à plusieurs. Voilà. Une autre façon d'aborder le sujet, c'est de dire qu'on va vers de nouveaux territoires, hein. On a été au bout de la Terre, on n'est pas encore capable d'aller dans des planètes habitées dans d'autres galaxies. Du coup, on se les crée nous-mêmes et il va y avoir, il y a tout un tas d'éditeurs déjà, hein. Dans notre benchmark, on a plus de 200 éditeurs qui produisent des mondes virtuels et on peut considérer que chaque éditeur va
va produire sa propre galaxie et qu'on pourra aller visiter ces mondes. Aujourd'hui, vous avez à peu près 3 ou 4 000 mondes virtuels qui existent. Voilà, on est comme au début des années 90, on est au démarrage de cette courbe d'évolution. Une autre façon de se le représenter, c'est de se dire que ce sont des vrais lieux, et là on commence à faire le lien avec la gestion des activités. On rassemble des gens en n'ayant pas besoin de les déplacer, mais en leur autorisant une interaction très proche de celle qu'on peut avoir dans le monde physique, dans le monde tangible. Et du coup, on peut considérer que le métavers est une extension synthétique de notre monde physique, et une extension qui pourra aller à l'infini sous réserve de développement durable et d'éthique. Évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Voilà pour cette première définition. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir que ça peut ressembler à tout un tas de choses, hein, en fonction des plateformes, en fonction des éditeurs. Vous avez compris, nous, on n'est pas éditeur, on est intermédiaire, hein, entre les éditeurs et les clients. On a fait plus de 350 opérations, que ce soit des événements, des formations, du future of work, de la vente, etc. Et du coup, en fonction des besoins, en fonction des contraintes de l'entreprise, il y a des éditeurs ou des mondes virtuels qui vont mieux correspondre que d'autres. Alors certains vont être accessibles directement par une URL, d'autres nécessitent des applications à télécharger, d'autres vont permettre de réunir des petits nombres de personnes à 50, 100, et d'autres vont permettre d'aller au-delà des 5000, voire plus. Ce qu'il faut se dire, c'est que, vous le voyez, hein, ça a des apparences de jeux vidéo, c'est plus ou moins photoréaliste. Certains éditeurs sont en train de travailler sur des choses très super photoréalistes, mais c'est pas un hasard, puisque les technologies sous-jacentes, hein, sont celles des jeux vidéo. Voilà. Donc alors à ce niveau-là, ce qui est important de se dire, c'est que l'intelligence artificielle, pour moi, elle va intervenir dans ces mondes virtuels de 3 façons. La première, c'est de permettre d'avoir de générer des environnements à la volée de façon automatisée, hein. On revient juste un tout petit peu en arrière. De générer des environnements de façon automatisée. Elle va permettre également, et ça c'est très important, de transformer ce qu'on a aujourd'hui sur les sites internet, des chatbots, en agents intelligents qui vont pouvoir faire de l'accueil d'entreprise, pouvoir faire des premiers niveaux de formation, etc., etc. Et puis le troisième, ça va être le traitement de la donnée qui va être générée dans ces mondes virtuels. Alors, en termes d'usage aujourd'hui, et pour en arriver progressivement au sujet de ressources humaines, si on passe à la slide suivante, voilà, je disais donc que ces mondes virtuels sont faits pour rassembler des gens sans qu'ils aient besoin de se déplacer, sans qu'on dépense de carbone dans le déplacement. Un des premiers usages qui est assez prégnant, parce qu'aujourd'hui, nous, on doit avoir, je sais pas, 3 ou 4 campus estudiantins que nous gérons et animons, dont celui des arts et métiers, dont celui de Neoma Business School. Donc là, on est dans des expériences et dans des explorations de comment est-ce qu'on enseigne dans ces environnements virtuels. Et si on appuie sur le bouton, c'est aussi le cas dans les entreprises, avec des universités d'Alstom, d'Orange, voilà, qu'on accompagne également dans des sujets de formation continue. Alors évidemment, on est encore principalement sur des sujets soft skills. La réalité virtuelle en tant que telle est très bien utilisée et fonctionne parfaitement pour des compétences de gestes, des compétences techniques, etc. Mais c'est encore compliqué de les partager à de nombreuses personnes au sein de monde virtuel, mais ça va venir. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc pour tout ce qui est formation continue et enseignement, ça fonctionne plutôt très bien. Un autre aspect qui est important, c'est la collaboration distante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne le télétravail avec ces mondes virtuels. Alors,
Là, je dirais que voilà, vous avez vu, ça ressemble à des lieux, hein. Enfin, ce sont des lieux, en vérité, dans lesquels chaque avatar est l'incarnation, finalement, d'une personne réelle. Cet avatar ne peut bouger que si la personne réelle est bien derrière son avatar. Donc ce qui fait que c'est difficile d'être absent derrière son avatar sans que les autres s'en rendent compte. Vous voyez, on est en train, moi je trouve que l'évolution de cette technologie permet de passer une forme de désincarnation progressive qu'on peut connaître avec le numérique vers une nouvelle forme de réincarnation. Et ce sont des choses que pas mal de structures expérimentent actuellement dans le recrutement, dans la marque employeur. On a parlé des formations déjà, mais voilà, il y a beaucoup de tests qui sont réalisés, y compris d'ailleurs, si on appuie sur le bouton suivant, sur les aspects de vente et de promotion à distance, voilà, de présentation. On a, Newen était un cas typique d'augmentation du Festival de Cannes physique par un Festival de Cannes virtuel, où on leur a permis, dans un monde virtuel, d'assurer la promotion de leurs séries et de leurs films auprès de tous les gens qui ne pouvaient pas venir physiquement au Festival de Cannes. Donc là aussi, on est dans les économies de temps, et en même temps dans l'augmentation de cibles, dans l'augmentation du nombre de personnes qui peuvent participer à un événement qui prend une forme hybride, à la fois physique et dans le monde virtuel. Voilà, un dernier point, donc évidemment, c'est pour la partie B2B, qui est la seule que nous traitons, c'est évidemment tous les événements, les séminaires, les rassemblements divers et variés, les assemblées générales, etc. etc. Tout ça fonctionne très bien, et ça a été d'ailleurs, c'est le gros de notre activité opérationnelle en tout cas. Voilà, et puis dernier usage, jeu exploration, mais ce n'est pas dans notre scope. Voilà. Alors, donc vous voyez, côté RH, pas mal d'usages. Je voulais vous en montrer un, qui est celui voilà, de rassembler les collaborateurs autour d'un séminaire, mais peut-être pour illustrer aussi visuellement. Donc je vais partager à moins que tu puisses le faire. Non, ça marche pas. Je vais partager Je vais mon te rendre la écran. main, moi ça marche pas. Ouais, je vais partager l'écran. Voilà. Hop. Ici. Voilà, donc vous voyez tous les usages que vous voyez autour de cette diapositive, les onboarding, formation, marque employeur, etc., etc. Tout ça sont des choses que dans les 350 expériences qu'on a pu conduire déjà ont été réalisées. Donc là, voilà. TF1 Pub a organisé le 15 février une conférence entièrement dans le métaverse sur la pub de demain, afin de répondre aux mutations du marché publicitaire. Un format unique et innovant qui place TF1 Pub en tant que précurseur sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et je vous souhaite officiellement la bienvenue pour notre conférence dédiée à la publicité de demain. C'est une première pour nous, et je crois d'ailleurs une première tout court, qu'une régie convie ses partenaires au sein d'un métaverse. Et c'est vrai que TF1 Pub est très attaché à l'innovation et à être précurseur pour aussi anticiper et comprendre les technologies qui seront probablement usuelles dans quelques années. La MetaRoom TF1 Pub, c'est aussi un environnement hybride et immersif. C'est un parcours client interactif et unique. C'est aussi un environnement simple d'usage et un univers développé par une start-up française. La réalisation de l'événement a été pour nous la concrétisation de plusieurs semaines de préparation plutôt intense. Nous avons fait des points réguliers avec l'équipe en charge de l'événement côté TF1 Pub. Nous avons également l'éditeur de la solution Timiu qui a été fortement impliqué, et nous nous sommes également mobilisés le jour J chez Commodal pour être garant du bon déroulement de l'événement. Pour cet événement TF1 Pub au sein de notre MetaRoom, au total, cet événement a regroupé plus de 130 participants sur le marché français, dont à peu près une centaine de connexions simultanées au moment de la conférence tenue par TF1 Pub dans l'auditorium. Et on estime en moyenne, d'après nos chiffres, que les participants y ont passé un peu plus d'1 heure au global dans cet espace. En plus d'avoir assisté à la conférence, ils se sont aussi baladés dans les différentes salles.
Voilà, donc là, c'était un exemple d'usage que voilà, j'ai retenu parce que pour le coup, ça permet visuellement de se rendre compte du niveau d'interaction des avatars entre eux. Évidemment, ils peuvent se parler comme nous parlons dans la vraie vie, avec le son qui s'estompe. On peut créer des zones privées. Enfin voilà, les interactions sont nombreuses. Et tout ça permet de le faire de façon totalement distante, mais avec un vrai sentiment de présence et avec un cerveau surtout qui fonctionne différemment parce que vous êtes dans un environnement 3D temps réel. Et donc là, les mémorisations sont meilleures, les expériences sont meilleures, les émotions sont également présentes. Alors, tu voulais que je parle un petit peu d'éthique, Vincent, peut-être pour finir sur le sujet. Donc pour vous dire que nous, on est accompagné par un garçon qui s'appelle Jérôme Béranger, qui est un philosophe et éthicien de l'intelligence artificielle, avec qui on a co-rédigé une charte éthique d'usage de ces mondes virtuels. Je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le comportement à l'intérieur d'un monde virtuel est extrêmement proche finalement de ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Donc, on peut se retrouver, certes, avec des cas d'usurpation d'identité, qui est le truc le plus voilà, le plus risqué qu'on puisse avoir. J'allais dire que le fait d'être incarné dans un avatar, évidemment, peut poser des sujets d'identité. Et ces sujets-là sont forcément beaucoup plus restreints quand on parle d'action B2B, ce qui est le gros de notre activité. Les gens sont globalement tous identifiables, identifiés, alors que si on va sur des mondes virtuels plutôt grand public, bon là, parfois on peut être qui on veut et faire ce qu'on veut. Donc se posent des enjeux éthiques importants. Mais dans le monde de l'entreprise, ces enjeux-là sont maîtrisés si on les prépare bien en amont, et il y a vraiment jamais aucun sujet grave. Voilà. Merci Laurent. Alors du coup, je note de ta présentation parmi les principaux intérêts, l'augmentation des cibles que l'on peut toucher, la réduction de l'empreinte carbone pour des événements qui normalement réunissent des publics variés venant de différentes régions, liés du coup à la baisse des déplacements. Et donc plein de nouveaux usages, et notamment des usages dans le travail. Et tout ça a des usages donc, plus immersifs, et tout ça avec des sujets d'éthique qui, au niveau d'une entreprise, peuvent être maîtrisés. En tout cas, peuvent être pris en amont pour contrôler les éventuelles dérives. Exactement. Si on prend le sujet de onboarding, par exemple, qui est sans doute un sujet majeur en RH actuellement, ça fait 2 ans et demi qu'une boîte comme Soprasteria onboard c'est 100 nouveaux collaborateurs hebdomadaires sur 2 jours dans un monde virtuel. Ils ont même fait un déménagement d'une plateforme à une autre pour des raisons de souveraineté. Donc voilà, donc c'est en train d'advenir ouais, je pense que quand l'IA en plus va débarquer dans ces mondes virtuels, les choses vont encore plus s'accélérer. Très bien. Et donc, une jolie présentation à la fin. Laurent est à votre disposition. C'est maintenant l'heure de notre partie questions-réponses. Alors, je crois que je ne vois pas en tout cas de questions dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement lever la main via la fonctionnalité Teams ou poser vos questions dès maintenant si vous en avez. En tout cas, nos 3 intervenants sont à votre disposition pour y répondre. C'est à vous de jouer.
Peut-être en attendant, moi, j'aurais peut-être une question pour Comodal, du coup, en rapidement, c'est quel est le taux de participation quand l'événement est en métavers, parce que ça peut aussi perturber certains de plus voir le visage, les expressions faciales de la personne en face. Ça peut, je vois une présentation où on voit juste un avatar statique en train de parler. Je pense qu'il y a certains qui risquent de s'endormir devant leur écran, très clairement. Donc du coup, est-ce qu'on est capable aujourd'hui déjà de mesurer quel est le taux d'adoption? Est-ce qu'il y a de l'absentéisme? Pareil, si on fait un bureau virtuel, j'ai moi-même expérimenté le bureau virtuel avec un truc qui permettait d'avoir le visage. Mais du coup, est-ce qu'on arrive à motiver quand même les gens de venir et surtout, lorsqu'on les laisse à distance en télétravail, est-ce qu'ils font plus de télé que de travail ou est-ce que quand même on arrive à bien les motiver et les maintenir dans leur productivité, d'après ce que vous observez aujourd'hui? Alors, quand il s'agit d'événements ponctuels, la participation est à peu près équivalente à celle d'un événement physique, hein, sans aucun problème. De toute façon, c'est généralement soit des collaborateurs de l'entreprise qui sont tenus ou invités de participer, soit c'est des opérations extérieures. Si je reviens sur, par exemple, celle de Timiu, avec les studios Newen, là, voilà, les personnes qui sont invitées à venir découvrir les séries le font de leur propre chef et le font volontiers. Il n'y a pas de sujet par rapport à la participation. Et je dirais même que quand on est sur des opérations plus grand public, bon, bah, c'est un vrai travail de préparation, de motivation des gens à les faire venir, mais comme sur un événement physique, hein. J'ai passé 10 ans à organiser Laval Virtuel, c'est toujours du boulot de faire venir des gens en physique quelque part. Bon, bah, dans des lieux synthétiques, c'est pareil, faut mettre en place la bonne communication, s'adresser au bon public, hein. Un autre exemple du même acabit, on a organisé le salon du nautisme en 2021, c'était 30 000 visiteurs attendus et finalement 5 000 avatars participants. Et pourquoi? Parce que la cible n'était pas la même. Les gens qui sont venus n'étaient pas les mêmes que ceux qui venaient normalement, et donc ils sont quelque part un peu trompés dans leur communication. Et puis, oui, c'est ça. Enfin, il aurait fallu préparer une communication tout à fait différente. Alors après, sur ce que tu disais sur les émotions, sur le fait voilà, de ne pas voir les réactions, c'est un vrai sujet, hein, de ne pas voir facilement, en tout cas, les réactions spontanées du visage, les gestes, le langage corporel. Euh, pour autant, faut le considérer comme une étape, hein, c'est-à-dire que les technologies ne le permettent pas encore tout à fait, elles le permettront très probablement dans les 10 prochaines années. Enfin, en tout cas, ces choses-là vont forcément progresser. On commence à avoir des intelligences artificielles qui en fonction de ce qui est raconté, font bouger l'avatar en fonction du ton de la voix aussi, vont plutôt donner une dimension souriante ou triste si on pousse le bouchon. Et si je vais juste, avant de laisser aux questions, juste pour pousser, parce que justement avec l'IA, est-ce qu'aujourd'hui on a, via l'IA notamment, Sopra, ils font leur onboarding en ligne, est-ce qu'ils ont mesuré l'impact, par exemple, entre un onboarding présentiel où les gens viennent pour construire la communauté, se retrouver, se connaître, faire partie d'une société dans laquelle ils seront dispatchés dans différentes entreprises et vraisemblablement avoir un buffet gratuit, et un onboarding 100% en ligne, chacun dans son coin, derrière un écran, à ne même pas connaître le visage de la personne en face. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui un impact par rapport à ça? Parce que c'est vraiment ma crainte là-dessus, en fait, comme je vois une question sur le travail hybridé. Nous, aujourd'hui, on organise des événements, je fais des formations pour des startups dans une autre vie. On a voulu faire de l'hybride cette année. De l'année prochaine, on repasse quasiment full présentiel parce qu'on avait vraiment perdu la notion de construction de communauté. Et aujourd'hui, tu as totalement raison, et ça va effectivement dans le sens de la question sur le travail déjà bien hybridé. Tout est question d'usage en fait, et ce qu'on veut en faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mondes virtuels ne vont pas remplacer notre monde physique.
c'est un outil complémentaire. Et par exemple, pour revenir sur ce que tu disais sur Prasteria, en fait, les 100 ou 110 collaborateurs qui sont onboardés chaque semaine, pour eux, c'est une occasion unique de se rencontrer parce que les collaborateurs qui sont en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe n'ont sinon aucune occasion de se rencontrer, en vérité. Et donc, dans l'onboarding, c'est l'occasion de partager d'un coup les mêmes valeurs, les mêmes process, la même culture, et voilà, ça n'empêche pas qu'après, ils auront forcément un onboarding physique dans le lieu où ils vont être. C'est pour ça que je dis que c'est un outil complémentaire qui ne vient pas remplacer le contact physique. Au contraire, à mon avis, je parlais de réincarnation tout à l'heure. Je suis intimement convaincu que ces dispositifs utilisant des avatars vont permettre de recréer plus de liens que d'en détruire par rapport au numérique actuel, donc par rapport au digital, j'entends. Évidemment pas par rapport au physique à proprement parler, au tangible. Juste pour conclure là-dessus, je trouve intéressant justement qu'en termes de ROI sur les investissements réalisés là-dessus, pour faire le lien avec l'IA, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aujourd'hui mesurer grâce à l'IA là-dessus. Et donc, j'invite nos participants aussi à pouvoir peut-être faire ce benchmark. Je crois qu'on a des questions, donc j'arrête. Alors, je vais juste reposer la question, mais vous y avez déjà apporté une première réponse. Peut-être que vous pourrez compléter. Je vais reposer la question de Si Mohamed pour qu'elle apparaisse au replay. Donc, une virtualisation aussi poussée des relations ne couperait-elle pas les derniers liens qui subsistent dans un monde du travail déjà bien hybridé? Je crois qu'on y a déjà répondu un petit peu. Mais si on veut aller plus loin, le fait de pouvoir aller dans un bureau virtuel, taper à la porte virtuelle de son collègue et pouvoir échanger de façon spontanée sans avoir besoin comme on le ferait dans un lieu physique, quoi. C'est déjà une forme je trouve, de reconstruction de liens qui sont distendus par le fait d'être éloignés physiquement les uns des autres. Bon, mais pour autant, il y a encore très peu j'allais dire d'analyse poussée sur le sujet, et elles vont forcément venir dans les mois et années qui viennent. Merci. On a une question de Philippe qui est un peu plus générale et qui va dépasser un peu le cadre de notre conférence sur la gestion des temps et des activités. Je vous la pose quand même. Quel est l'impact de l'IA conversationnelle comme le LLM ChatGPT dans la fonction RH? Cela nécessite-t-il une revue de l'approche marché des éditeurs de solutions RH et data? Je peux peut-être... il y a Laurent qui a répondu, mais il n'a pas de micro. Oui, je veux bien répondre à cette question parce que moi, j'ai pas mal regardé ChatGPT, j'ai regardé de quoi c'était capable et la puissance que pouvait avoir ChatGPT. Bon, alors, je confirme que moi, à mon sens, c'est une révolution au même titre que l'arrivée du téléphone portable ou d'Internet. Je pense qu'on est à ce niveau-là. Mais je pense vraiment que ça complète, ça va venir compléter en fait des besoins, des communications. Ça va permettre aussi de pouvoir réaliser des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément le temps de faire. Nous, dans ma société, chez Data Tell Story, on l'utilise en fait pour une fois qu'on a trouvé les prescriptions, on est en train de mettre un connecteur avec ChatGPT pour justement qu'il phrase un petit peu ce qu'on est en train de donner comme réponse. Donc, je lui demande de rephraser, je fais un copier-coller des résultats que j'ai directement dans la fenêtre de ChatGPT, et puis il va me rephraser en fait pour être beaucoup plus, on va dire, littéraire. Et les résultats sont quand même extrêmement impressionnants. Et moi, je vois vraiment ça comme un plus.
et pas du tout comme quelque chose qui va venir contredire ou qui va venir supprimer. Alors peut-être que ça va changer beaucoup de métiers, je pense. Hein. Ça va changer la fonction à hauteur de, ils estiment entre 30 et 60% suivant le métier qui est fait, que ce soit journaliste, dans le milieu RH, etc. Bah voilà, comme toutes les innovations, je pense que si on sait s'en servir et les prendre à notre compte, ça reste malgré tout que, encore une fois, une aide à créer des réponses et ça doit être utilisé comme un outil et pas du tout comme quelque chose de concurrentiel, quoi. En Voilà, fait, c'est mon avis, moi. si on peut être un peu prospectif d'ailleurs là-dessus, ce que ça change, en fait, c'est un peu plus que le téléphone portable, c'est un peu l'arrivée du smartphone. C'est au téléphone portable ce que le smartphone a fait au téléphone portable. C'est-à-dire, c'est avant tout un changement d'interface et de capacité à aller chercher de la donnée, à la croiser, etc., etc. C'est-à-dire que avant, quand on voulait faire de ce que disait Laurent, de la recommandation, on le faisait un peu à la mano. Aujourd'hui, on va pouvoir aller se baser sur un ensemble de trucs et non pas pousser une action figée dans une interface, mais véritablement insérer une action dans une discussion plus poussée avec l'utilisateur. Donc, par exemple, en termes d'impact, par exemple, métier, et oui, en effet, ça va certainement donner moins de sens à certaines interfaces web. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends les managers ou les RH, on multiplie les outils en phase 2. Et donc, c'est autant d'interfaces à digérer et souvent, ils vont pas y aller ou alors, il faut qu'ils fassent son reporting, c'est un peu chiant, etc., etc., etc. Là, avec ChatGPT, on peut insérer l'ensemble de ces indicateurs, l'ensemble de ces informations de manière plus ciblée et dans une discussion avec le manager ou le RH. Donc, ChatGPT va pouvoir amener cette nouvelle interface. Et typiquement, on peut imaginer ça avec plein de domaines métiers liés au RH. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez comprendre votre marché, vous faites appel à nous, vous faites appel à des consultants RH qui vont aller ajouter leur savoir-faire. Ces gens-là auront toujours, ou pareil pour le juridique par exemple, hein, vous voulez une question sur un contrat juridique, sur une situation juridique dans un pays en France ou à l'étranger, vous allez faire appel à des avocats, à des consultants, etc., etc. ChatGPT, les technologies de ce genre, ce que ça a apporté, c'est qu'eux sont déjà compétents là-dessus. Ils peuvent vous donner des premières réponses jusqu'à un certain seuil, et là où et ça va recentrer ces métiers qui vont plus être sur la valorisation de connaître par cœur le droit, connaître par cœur les situations sociales, connaître par cœur le marché du travail, mais véritablement pouvoir apporter leur expertise d'analyse et de compréhension là-dessus, là où ChatGPT ou les LLM vont pouvoir apporter, eux, le volume, justement, savoir, mise en relation. Donc, si on va sur vraiment du prospectif, on peut voir ça comme une nouvelle interface où vous avez un petit peu votre consultant ou votre Jiminy Cricket en permanence sur l'épaule qui va pouvoir répondre à l'essentiel de vos questions jusqu'à un certain seuil et vous guider dans votre prise de décision et concentrer à la fois vos budgets et votre temps sur les choses qui sont vraiment à valeur ajoutée, qui nécessitent une vraie réflexion et une vraie prise de position stratégique. Mais du coup, tous les petits trucs du quotidien vont être largement tout ce qui est, voilà, encore une fois, conseil juridique, etc., etc. Vous allez pouvoir le trouver dans le chat GPT de manière beaucoup plus abordable et rapide. Y compris les choses de prédiction, etc. Nous, dans notre cas, par exemple, ça va être de pousser en temps réel les actions de fidélisation, comprendre avec le manager comment il peut améliorer son mode de management, etc., en fonction de son équipe et en fonction de son contexte. Pareil pour l'absentéisme, pareil pour la GTA. Je crois qu'il y a une question, donc je m'arrête là. Merci à tous les deux. Oui, peut-être que la dernière question, vu l'heure qu'il est, question de Serge. Concernant le sujet portant sur l'IA et la gestion des temps et des activités, sur l'étude de l'absentéisme et du turnover, comment faites-vous pour obtenir des données contextuelles pertinentes externes à l'entreprise, étant donné que l'open data peut s'avérer très insuffisant? Alors, je veux bien répondre à cette question. En fait, en réalité, alors, parce que ça dépend où vous cherchez l'open data et la méthodologie que vous prenez pour aller chercher la donnée. En fait, de l'open data, il y en a vraiment beaucoup disponibles, mais c'est vrai qu'il faut savoir la chercher. Je pense principalement au site de l'INSEE qui est
je dirais, bon, je ne veux pas critiquer l'INSEE, mais il y a énormément de données qui sont extrêmement intéressantes, mais c'est totalement abusable pour venir les récupérer. Après, il y a la possibilité de se connecter directement sur les données de l'INSEE, d'aller poser des questions et d'aller rechercher en fait des paramètres. Et là, pour le coup, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer. Je prends un exemple rapide sur l'intégration des données ou la recherche de données avec l'INSEE. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de se placer au niveau de l'iris. Un iris, c'est ce que l'INSEE définit ça comme étant une zone géographique dans laquelle il y a 2000 habitants. Donc, du coup, la zone peut être un peu plus grande ou un peu plus petite. Et dans cet iris, l'INSEE vous fournit en fait toute une série d'informations sur la population qui est présente, leur âge, est-ce qu'ils ont le taux de chômage, leur consommation d'eau. Enfin, il y a un nombre de données totalement incroyables et dont on se sert en fait pour pouvoir justement venir définir des types de populations. Et ça sert énormément sur ces sujets, même sur l'absentéisme, pour avoir une idée du type de population et du coup de faire des clusters de population avec des comportements identiques. Ouais, et en effet, Pôle emploi, ça peut aussi dépendre du pays. Par exemple, aux États-Unis, le fisc américain publie les salaires moyens par poste. Donc, vous pouvez aller, et les niveaux de tension, donc vous pouvez aussi croiser des données comme ça aux États-Unis pour aller redéployer votre stratégie d'implantation, par exemple, de vos sites de production ou de vos recherches de talents. En France, on peut aussi passer par des API tiers, comme les sites de job, d'offres d'emploi, les sites de commentaires, de commentaires, etc., en passant des accords avec eux pour pouvoir ensuite analyser ce qui se passe sur le marché et pouvoir derrière vous donner des insights qui soient liés à comment les personnes parlent de votre entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Et souvent, c'est un peu comme Activia, pardon pour la pub, mais ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et très souvent, chez nos clients, on commence par cette vision extérieure et on arrive à leur trouver des points très précis qui ne sont pas censés sortir. Par exemple, des problématiques sur la grille de salaire, la rigidité de la grille de salaire et les critères d'attribution de la grille de salaire. Quand ça commence à se voir à l'extérieur, c'est vraisemblablement que c'est un vrai pain point en interne. Et en plus, nous, comme on statistise tout ça, on est capable de dire, voilà, ce sujet-là, c'est le premier le plus discuté, le deuxième, le troisième, voilà les volumétries, voilà l'impact que ce sujet-là a sur le turnover, etc., etc. Donc, en extérieur, en fait, il existe pléthore de choses. La contrainte en France, c'est la RGPD. Il faut pouvoir naviguer au milieu de tout ça pour pouvoir être totalement légal. Mais voilà, à l'étranger, c'est un petit peu différent. Il y a des législations différentes. Donc, quand vous êtes une multinationale, vous pouvez jouer sur plusieurs tableaux aussi. Notamment, je pense aux États-Unis. On a travaillé avec des boîtes aux États-Unis, en Australie. Là, on avait aussi un peu plus de liberté sur certains types de données présentes sur Internet. Donc voilà, mais le tout après, c'est de pouvoir avoir la capacité à l'interpréter, à le statistiser et à le rendre véritablement impactant, véritablement significatif pour la mise en place de votre planning stratégique et de vos actions RH. Parfait, merci messieurs. On dépasse 2 minutes. Laurent Chrétien, un dernier mot de la fin, je te laisse le micro si tu veux conclure. Alors, je veux bien. Moi, je trouve que dans ces, voilà, dans le domaine RH, il y a énormément d'impact des nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, hein, qu'on parle de monde virtuel, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de ChatGPT. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut expérimenter, il faut tester, il faut se faire accompagner aussi d'experts qui ont de la pratique et des expériences derrière eux pour éviter évidemment de faire des erreurs. Mais voilà, je pense qu'en matière de bouleversement des comportements, on a vu ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Hein. On a été capable de réagir extrêmement vite, de découvrir que la résilience passe aussi par cette capacité à expérimenter justement et à tester des choses. Si on ne les a pas testées, c'est plus difficile à implémenter derrière, on perd du temps. Voilà. Donc moi, j'inviterais volontiers tout le monde à tester et à monter en compétence sur ces sujets.
Merci pour cette belle conclusion, Laurent. Et je pense qu'on peut clôturer notre conférence. Merci aux présentateurs, merci aux participants d'avoir joué le jeu, notamment des questions-réponses. Et à bientôt pour les prochains livrables. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.